Bienvenue sur la chaîne où on ne vous promet pas de survivre, mais au moins de comprendre pourquoi vous êtes mort. Ici, pas de fiction, pas de héros. Juste une question. Combien de temps vous tiendriez quand les morts commenceront à marcher? Installez-vous. Et surtout, restez en vie. Aucune maison n'a été construite pour résister aux morts. Et pourtant, certaines sont déjà mieux préparées que d'autres. Une structure, un détail, un choix architectural peut faire la différence entre survivre ou devenir l'un d'eux. Si votre maison n'est pas adaptée, elle devra être transformée, renforcée, repensée comme une forteresse. Certaines habitations ont un avantage naturel. Les maisons sur pilotis, construites pour survivre aux inondations, elles échappent aussi aux attaques terrestres. Leur hauteur rend l'accès presque impossible. Les portes peuvent rester ouvertes, les fenêtres intactes, car le véritable point faible, c'est l'escalier. Détruisez-le et vous devenez inaccessible. Mais il existe encore mieux. Les abris anti-tornades, conçus pour résister à une force destructrice presque équivalente. Murs en béton, portes renforcées en acier, volets métalliques dissimulés. Ces structures peuvent résister à des attaques prolongées. La majorité des habitations modernes reposent sur une illusion. La sécurité automatisée, alarme, surveillance. Mais ces systèmes ont un défaut fatal. Ils dépendent des autres, la police, les secours. Et quand tout s'effondre, personne ne vient. Occupé ailleurs, dépassé ou déjà mort dans ce monde. Certaines protections donnent une illusion de sécurité. Les barres aux fenêtres peuvent ralentir, mais pas arrêter. 3 morts suffisent pour les arracher en moins de 24 heures. Le verre renforcé résiste aux impacts, mais peut être arraché de son cadre. Le renforcé coûte cher, trop cher, car cet argent pourrait être utilisé pour quelque chose de plus efficace. Une structure adaptée dès le départ. Une clôture peut faire la différence. Un grillage de 3 mètres peut retenir des dizaines de zombies pendant des semaines, parfois des mois, mais la véritable protection reste le mur. Béton, acier, renforcé, une barrière capable de résister à une pression constante. Les portails doivent être solides, métalliques, coulissants, car dans une panne, l'électricité disparaît et vous ne pouvez pas vous permettre d'être piégé. Mais même les meilleures défenses ont une limite. Quand leur nombre augmente, les zombies changent. Ils ne sont plus des individus. Ils deviennent une masse, un corps collectif, qui grimpe, qui s'accumule, jusqu'à franchir n'importe quel mur. C'est ce qu'on appelle une épidémie de classe 3. Il existe pourtant une alternative. Les immeubles. Plus vous êtes haut, plus vous êtes en sécurité. Le rez-de-chaussée est une condamnation. Mais les étages deviennent des refuges. Détruisez les escaliers, coupez les accès, et le bâtiment entier devient une forteresse verticale. Et contrairement à une maison, vous n'êtes pas seul. Plusieurs survivants, plusieurs compétences, mais aussi plus de tension. Dans un monde envahi par les morts, votre maison ne suffit pas. Ce qui compte, c'est comment vous l'utilisez, comment vous vous préparez et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour survivre. Car à la fin, la menace n'est pas seulement à l'extérieur, elle est aussi humaine. Une structure adaptée dès le départ. Il existe une règle fondamentale dans toute situation de siège. Une règle simple, mais rarement acceptée. Aucune aide ne doit être attendue.
ni dans les premières heures, ni dans les premiers jours, et parfois jamais. Dans un monde où les infrastructures s'effondrent, où les communications disparaissent et où l'extérieur devient illisible, la survie cesse d'être une affaire collective. Elle devient une affaire d'isolement. Dans ce contexte, une habitation n'est plus un lieu de vie. Elle devient une structure défensive, un point fixe dans un environnement instable. Chaque élément architectural prend une nouvelle signification. Les portes ne sont plus des passages, elles deviennent des points de rupture potentiels. Les fenêtres ne sont plus des ouvertures vers le monde, elles deviennent des zones d'exposition. Et les murs ne sont plus du confort, ils deviennent la seule barrière entre l'intérieur et ce qui rôde à l'extérieur. La première étape n'est pas de résister, c'est de comprendre. Comprendre que toute visibilité est un risque, que tout bruit peut être une erreur et que chaque mouvement inutile consomme une ressource invisible, mais essentielle, l'attention. Dans une situation de siège prolongé, la fatigue n'est pas seulement physique, elle est mentale et elle devient un ennemi silencieux. Vient ensuite la question de la défense. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. Dans un environnement instable, la violence n'est jamais une solution primaire. Elle est une conséquence. Les moyens de défense ne sont pas là pour provoquer un affrontement. Ils existent pour éviter qu'un affrontement ne devienne inévitable. Les outils à distance servent à maintenir une zone de sécurité. Les outils rapprochés ne sont utilisés que lorsque cette zone a disparu. Et dans certains cas, la discrétion est plus importante que la confrontation. Agir sans être détecté, observer sans être vu, attendre sans être repéré. Car dans un siège prolongé, la visibilité est une faiblesse. Ce qui est visible peut être ciblé. Ce qui est audible peut être localisé. Et ce qui est constant peut être étudié. Mais aucune fortification ne peut tenir sans ressources. Et parmi toutes les ressources, une seule est universelle. L'eau. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, alors vous avez déjà une longueur d'avance sur les autres. Les autres, qui serviront probablement de dîner. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que quand tout commencera, il sera déjà trop tard pour apprendre. Et entre nous, mieux vaut recevoir une notification qu'une morsure.